Au sommet d'un gratte-ciel financier, un millionnaire habitué à contrôler les destins vit son empire s'effondrer en quelques minutes lorsqu'une intrusion numérique effaça des millions comme s'ils n'avaient jamais existé. Tandis que les cadres paniquaient et que l'audit frappait à la porte, la seule personne qui comprenait réellement l'énigme marchait silencieusement dans les couloirs en poussant un chariot de nettoyage. Ce que personne ne savait, c'est que cette femme de ménage cachait un passé brillant et une histoire d'injustice capable de renverser la situation en quelques secondes. Et lorsqu'elle décida enfin d'agir, la vérité qui émergea fut bien plus dangereuse qu'un simple vol. Avant de découvrir comment une femme de ménage a changé le destin d'un millionnaire en l'espace de quelques secondes, abonnez-vous à la chaîne et préparez-vous pour une histoire de chute, de trahison et de rédemption que vous n'oublierez jamais. La ville de Paris ne dort jamais vraiment. Elle change simplement de service. Et à 11 heures du soir, quand les cadres troquaient leurs costumes pour des pyjamas et que les restaurants du quartier d'affaires fermèrent leurs portes dans le fracas métallique des grilles coulissantes, un autre monde commençait à exister dans les couloirs vitrés de la tour Beaumont Finance. Madeleine Morel poussa son chariot de nettoyage jusqu'à la porte de l'ascenseur de service, avec la précision de celle qui a parcouru ce chemin tant de fois que ses propres pieds savent où se poser, sans que le cerveau n'ait besoin d'ordonner quoi que ce soit. 42 ans, les cheveux attachés en un chignon serré, des baskets blanches en caoutchouc qui ne faisaient aucun bruit sur le sol de marbre. Elle était, pour n'importe quelle caméra de surveillance, exactement ce qu'elle paraissait être. Une femme invisible poussant un chariot invisible dans des couloirs où personne d'autre ne voulait se trouver. La tour Beaumont se dressait au cœur de la Défense, cette esplanade que les journalistes appelaient le centre nerveux de l'argent français. 28 étages de verre fumé qui reflétaient le ciel nuageux de Paris comme un miroir mal positionné, renvoyant une image déformée du monde à quiconque regardait d'en bas. Au dernier étage, là où l'air semblait plus rare et où les fenêtres montraient la ville comme un damier de lumière, se trouvait le bureau principal d'Hubert de Beaumont. Madeleine n'avait pas la permission de monter là-haut sans supervision. Une règle claire, appliquée avec la sécheresse caractéristique de l'entreprise sous-traitante qui l'embauchait. Mais ce soir était différent, car la superviseuse Chantal avait appelé à 18 heures, la voix pâteuse à cause de la grippe, disant qu'elle ne viendrait pas, et l'ordre de l'entreprise était simple, les étages de la direction ne pouvaient rester sans nettoyage, sous peine d'amende contractuelle. Elle entra dans l'ascenseur, appuya sur le bouton du 28e étage, et sentit son estomac remonter avec la cabine. Le couloir du dernier étage était différent des autres, plus silencieux. Les murs étaient recouverts d'un matériau qui absorbait le son, et les lustres encastrés créaient une lumière ambrée qui transformait l'ambiance en quelque chose entre un musée et un aquarium. Madeleine poussa le chariot lentement, écoutant le léger grincement de la roue gauche qui avait besoin d'être lubrifiée, et commença à travailler méthodiquement, comme toujours. D'abord les toilettes, puis les salles périphériques, et enfin l'espace central. Il y avait pourtant quelque chose de différent cette nuit-là. Une tension dans l'air qui se percevait non par le bruit, mais par son contraire. Un silence trop dense, celui qui existe quand des personnes qui parlent normalement retiennent ce qu'elles auraient besoin de dire. Madeleine avait appris à lire les silences au fil des années de travail nocturne. Il y a le silence du bâtiment vide, léger, presque somnolent. Il y a le silence de l'aube avancée, fatiguée et résignée. Et il y avait le silence de cette nuit, qui avait la consistance d'un problème retenu sur le point de déborder. Elle vérifia les petites salles à son rythme habituel, frottant les surfaces, ramassant les corbeilles, alignant les chaises que personne n'avait dérangées, parce que personne ne s'y était assis ce soir-là. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'elle arrive à la dernière section du couloir et voit la scène. La porte du bureau principal était entr'ouverte, laissant échapper un filet de lumière blanche dans le couloir assombri. Elle aurait dû passer devant. C'était ce que la formation dictait, ce que la logique conseillait, ce que n'importe qui à sa place aurait fait sans réfléchir à deux fois. Mais la porte était ouverte, et de l'intérieur provenaient des voix basses, tendues, de celles que l'on utilise quand les mots sont trop lourds pour être prononcés à un volume normal. Madeleine arrêta le chariot, prit le spray de nettoyage et commença à nettoyer le cadre de la porte voisine avec des mouvements lents et silencieux. C'était une technique qu'elle n'avait apprise dans aucune formation, simplement la découverte, au fil du temps, que l'invisibilité a ses propres manières de se maintenir. On ne s'arrête pas.
On continue le mouvement, n'importe quel mouvement, car une personne immobile attire une attention qu'une personne au travail n'attire pas. La voix qu'elle reconnut en premier fut celle d'Hubert de Beaumont. Elle ne lui avait jamais parlé, pas de la manière dont on parle à une personne. Une fois, 2 mois auparavant, il l'avait croisée dans le couloir du 20e et lui avait dit sans un regard « Ne touchez à rien. Vous êtes payé pour nettoyer, pas pour exister ici dedans. » Elle avait avalé cela comme on avale un comprimé sans eau, avec une contraction forcée de la gorge. Mais sa voix, elle l'avait enregistrée. À présent, cette même voix était tendue, presque méconnaissable. Elle ne comprit pas tout ce qui fut dit. Elle comprit assez pour sentir le poids de l'air changer autour d'elle. Des mots comme « système compromis »,« fonds transférés »,« audit demain matin » tombaient comme des morceaux de plafond dans un couloir qui s'effondrait. Elle entendit une femme dire « Il n'y a aucun moyen de récupérer sans le protocole » et un homme répondre « Il n'existe aucun spécialiste qui arrivera à temps ». Madeleine resta immobile, le chiffon humide à la main. Parce qu'elle connaissait ce protocole. Pas par curiosité, pas comme quelqu'un qui l'aurait lu dans un manuel. Elle le connaissait parce qu'elle avait aidé à le construire, couche par couche, ligne de code après ligne de code. À une époque où elle ne portait pas d'uniforme bleu et ne poussait pas de chariot. À une époque où son nom figurait dans des articles techniques, où d'autres chercheurs demandaient son avis avant de soumettre des publications, où elle dormait mal non par fatigue, mais par excès d'idées qui ne tenaient pas dans une journée de travail. Mais cela, c'était avant Raphaël Montant. Elle continua de marcher lentement, le chariot grinçant doucement, le cœur battant à un rythme qu'elle feignait de contrôler. Ce n'était pas encore l'heure. Ce n'était pas encore le moment de franchir cette porte. Il y avait des choses qui devaient être entendues, des situations qui devaient prendre forme avant qu'elle ne sache quoi faire de tout cela. Il y avait aussi, et elle était honnête avec elle-même à ce sujet, une partie d'elle qui avait besoin d'un instant d'équilibre avant de prendre une décision qui changerait tout. Madeleine Morel passa devant la porte entr'ouverte, poussa le chariot jusqu'au couloir suivant et commença à nettoyer la vitre de la fenêtre qui donnait sur la ville en bas, ce damier de lumière que Hubert de Beaumont avait l'habitude de regarder avec la satisfaction de celui qui pense que le monde est à ses pieds. Elle regarda en bas elle aussi, mais elle pensa à des choses différentes. Elle pensa aux 43 personnes qui travaillaient aux étages inférieurs, des gens qu'elle connaissait par leur nom, leur service, leur façon de prendre le café. Elle pensa à Madame René de la réception, qui travaillait là depuis 11 ans et gardait des photos de ses petits-enfants dans un tiroir comme si ce tiroir était un petit hôtel privé. Elle pensa au jeune homme des archives, Théo, qui payait ses études le soir et qui chaque semaine arrivait avec des cernes plus profonds et un sourire plus déterminé, le genre de sourire qui n'est pas facile et qui, pour cette raison, vaut davantage. Si la tour Beaumont coulait, ce ne serait pas seulement Hubert de Beaumont qui en ressentirait l'impact. Ce seraient des gens qui se levaient tôt, prenaient des bus bondés, payaient leurs factures à la limite et qui avaient placé ce qu'ils possédaient dans un fonds parce que quelqu'un de l'entreprise leur avait dit que c'était sûr. Le chiffon humide glissa légèrement dans sa main. Elle le repositionna fermement. Ce n'était pas encore l'heure. Mais l'heure approchait, avec l'inévitabilité silencieuse des choses qui ont un chemin et qui n'attendent que la bonne personne pour le trouver. Hubert de Beaumont avait 51 ans, mais cette nuit-là, il semblait porter le double de ce poids sur ses épaules. Il avait bâti Beaumont Finance de ses propres mains, ou du moins c'était ainsi qu'il aimait raconter l'histoire. Le garçon de Lyon arrivait à Paris avec un sac usé et une ambition qui ne tenait pas dans sa poitrine. 30 ans plus tard, le nom de Beaumont était synonyme de précision, de résultat, d'une froideur chirurgicale qui transformait l'argent en encore plus d'argent avec l'efficacité d'une machine bien calibrée. Mais les machines échouent. Il se tenait debout devant le panneau de moniteur quand Camille Brissot, la directrice financière, entra dans la salle avec Rodrigue Faure, le directeur de la technologie. Tous deux avaient la même expression, celle de quelqu'un qui vient d'ouvrir une porte qui n'aurait jamais dû l'être. Camille portait une tablette, Rodrigue une fine chemise de dossier. Ensemble, ils ressemblaient à un tribunal de 2 membres sur le point de prononcer une sentence. « Dites-moi que c'est une erreur système », dit Hubert sans se retourner pour les affronter. « Ce n'en est pas une », répondit Camille. Sa voix était ferme, mais ses doigts qui tenaient la tablette étaient blancs à force de serrer. « Nous avons détecté le transfert à 21h42. Il y a eu 11 mouvements consécutifs,
tous vers des comptes à l'étranger, chacun juste en dessous de la limite qui active l'alerte automatique. Celui qui a fait ça savait exactement où se trouvait le plafond. Hubert se retourna lentement. Combien? 94% des fonds opérationnels. Elle posa la tablette sur la table de verre. Les contrats d'investissement, les réserves de liquidité, le fonds de garantie des clients corporatifs, tout ce qui était en transit actif. Le silence qui suivit avait une texture. C'était le genre de silence qui n'est pas une absence de son, mais la présence de quelque chose que les mots ne parviennent pas encore à nommer. Et la sauvegarde, ajouta Rodrigue, de la voix de celui qui aurait préféré ne pas être là. Les serveurs de contingence ont également été touchés. Il n'y a aucun journal des opérations. Du point de vue d'un auditeur externe, on dirait que l'entreprise elle-même a déplacé les ressources de manière irrégulière. « L'audit », murmura Hubert. « Il arrive demain matin à 8 heures, » confirma Camille. « Il était prévu pour la semaine prochaine, mais il a été avancé. Nous avons reçu la confirmation cet après-midi. » Hubert resta à fixer le panneau de moniteur, où les chiffres clignotaient en rouge, avec la constance perturbante d'un cœur malade. Il avait passé 30 ans à apprendre à lire les marchés, à prévoir les mouvements, à anticiper les crises avant qu'elles ne portent un nom. Il avait l'habitude de prendre les décisions difficiles avant qu'elles ne s'imposent à lui, de ne jamais être le dernier à comprendre ce qui se passait. Cela faisait partie de l'identité qu'il s'était forgée et que les autres avaient construite autour de lui. Mais ceci était différent. Ce n'était pas le marché se comportant de manière imprévisible, ou un concurrent faisant un mouvement inattendu, ou le gouvernement changeant une régulation. C'était quelqu'un qui connaissait chaque couloir du labyrinthe qu'il avait construit. Quelqu'un qui était entré, s'était déplacé avec précision et était reparti sans laisser de traces, là où les traces sont habituellement laissées. Je veux les meilleurs spécialistes en sécurité numérique du pays dans ce bureau d'ici 2 heures. Rodrigue ouvrit son dossier et posa une feuille sur la table. Nous avons déjà essayé. Les 3 principaux que nous avons consultés ont dit la même chose. Le protocole de cryptage utilisé est de niveau militaire, développé pour les grandes corporations. Il existe un très petit nombre de personnes dans le monde qui connaissent cette architecture en profondeur. La plupart sont à l'étranger. Personne n'arriverait à temps. Alors faites-les venir de l'étranger. Hubert. La voix de Camille était douce, mais ce qu'elle dit ne l'était pas. Il n'y a pas de temps. Si quelqu'un capable d'inverser cela n'apparaît pas dans les prochaines heures, quand l'audit arrivera demain matin, il n'y aura aucun moyen d'expliquer l'absence de registre. L'entreprise sera indéfendable. Hubert s'éloigna de la fenêtre et alla vers la chaise derrière son bureau. Il s'assit avec un mouvement qui semblait calculé, mais qui était en réalité le geste de quelqu'un qui a besoin d'un support physique pour rester debout. Il regarda ses mains posées sur le bois sombre de la table, les mêmes mains qui, il y a 40 ans, passaient des nuits blanches à étudier, qui signaient des contrats valant des fortunes, qui ne tremblaient jamais devant aucun adversaire. Elle tremblait maintenant, pas de peur. Elle tremblait du poids spécifique de celui qui reconnaît qu'il est face à quelque chose pour lequel il n'a pas d'outils. Et pour Hubert de Beaumont, qui avait passé sa vie à construire des outils pour chaque situation possible, cette absence était la chose la plus désorientante qui puisse exister. À l'extérieur de la pièce, l'étage s'était animé involontairement. Les employés qui faisaient des heures supplémentaires passaient devant la porte vitrée d'un pas pressé et le regard bas, essayant de ne pas révéler tout ce qu'ils savaient déjà. Dans le monde de l'entreprise, les mauvaises nouvelles voyagent plus vite que n'importe quel réseau informatique. Le langage d'un bâtiment en crise est universel. Le rythme des pas change, les conversations s'arrêtent au milieu quand quelqu'un passe, les téléphones sortent des poches avec une fréquence inhabituelle. Rodrigue sortit pour passer d'autres appels. Camille resta, s'assit en face d'Hubert et ouvrit à nouveau sa tablette, cherchant le moindre détail qui aurait pu passer inaperçu. Le silence entre eux était différent du précédent. C'était maintenant le silence de 2 personnes qui avaient compris l'ampleur du problème et n'avaient pas encore trouvé le mot juste pour commencer à le résoudre. C'est à ce moment que Hubert entendit un son qui n'aurait pas dû être là. Le grincement discret d'une roue, petit, métallique, rythmé, venant du couloir. Il leva les yeux vers la porte entr'ouverte et vit, pendant une seconde qui dura plus longtemps qu'elle n'aurait dû, la silhouette d'une femme en uniforme bleu arrêtée devant la fenêtre du couloir, le visage tourné vers la ville en bas, le chiffon humide dans la main droite. Elle était complètement immobile. Non pas de l'immobilité de quelqu'un qui s'arrête pour se reposer,
mais de celle de quelqu'un qui réfléchit, de cette manière profonde et silencieuse dont on réfléchit quand personne ne regarde. La femme de ménage. Il ferma les yeux, irrité par sa propre perception. Il y avait des problèmes réels à résoudre. Il n'y avait pas d'espace mental pour quoi que ce soit d'autre. Mais quand il rouvrit les yeux, elle n'était plus là. Et pour une raison qu'il ne parvenait pas à articuler, son absence pesait plus lourd que sa présence. Madeleine se rendit aux toilettes de service du 28e étage, le seul espace où elle pouvait s'arrêter sans donner l'impression d'être inactive. Elle ferma la porte, appuya ses mains sur le bord du lavabo et regarda son propre reflet dans le miroir en inox brossé qui déformait légèrement ses traits, comme si elle était une version légèrement différente d'elle-même. C'était une sensation qu'elle connaissait bien. Pendant longtemps, après ce qui s'était passé avec Raphaël Montant, elle avait regardé des miroirs comme celui-ci, essayant de retrouver la femme qu'elle était avant tout cela. La chercheuse, la spécialiste, celle qui dormait 4 heures par nuit non par épuisement, mais par un enthousiasme sincère pour ce qu'elle construisait. La femme qui avait passé 3 ans à développer une architecture de sécurité numérique, combinant cryptographie asymétrique et protocole de récupération en couches, conçu pour protéger de gros volumes de données financières contre des intrusions sophistiquées. Le travail qu'elle avait aidé à créer avait été vendu, très bien vendu, à un consortium d'entreprises financières qui incluait, elle ne l'avait appris que plus tard, Beaumont Finance elle-même parmi ses clients. Mais le nom sur le contrat n'était pas le sien. Raphaël Montant avait 10 ans de plus qu'elle. Il était plus grand, avec le genre de sourire qui fait que toute une pièce s'incline dans sa direction. Il était arrivé au laboratoire en tant que consultant externe alors que le projet était déjà à un stade avancé, et en 6 mois, il était devenu le visage public de la recherche sans que Madeleine ne comprenne exactement comment cela s'était produit. Des réunions où elle n'était pas convoquée, des présentations faites sans son nom, une narration se construisant en parallèle de la réalité, avec l'habileté douce de celui qui sait que les histoires se fixent plus facilement que les faits. Et quand elle s'en rendit compte et exigea la reconnaissance qui lui revenait de droit, il transforma la narration avec l'habileté de celui qui l'avait déjà fait auparavant. Elle devint difficile, instable émotionnellement, quelqu'un qui surestimait sa contribution. Le laboratoire la licencia pour incompatibilité avec l'environnement de travail. Les contrats qu'elle avait en tant que consultante indépendante furent annulés, un par un, sans explication formelle, mais avec un schéma trop évident pour quiconque sait reconnaître une pression coordonnée. Elle essaya de contester, écrivit des lettres, chercha des avocats. Mais prouver une paternité intellectuelle, quand les registres sont au nom d'une autre personne, c'est comme essayer de prouver que vous avez planté un arbre après que quelqu'un a changé toutes les photos. L'arbre existe, le fruit existe, mais le papier indique un autre nom. Il ne lui resta plus, comme elle avait appris à le résumer, dans les moments où elle devait être honnête avec elle-même, qu'à survivre. Et la survie portait l'adresse d'une entreprise sous-traitante, de service de nettoyage à Saint-Denis. Un uniforme bleu arrivé par la poste avec un manuel de 5 pages sur les produits chimiques et les procédures, et des services de nuit dans des bâtiments où les gens la traitaient comme faisant partie de l'architecture. Pas nécessairement avec méchanceté, parfois avec une indifférence qui était presque pire. L'invisibilité non choisie a un poids particulier. Elle ne blesse pas par sa violence, elle blesse par sa constance. Madeleine s'éclaboussa le visage d'eau froide, s'essuya avec le papier rugueux des toilettes de service et resta immobile un instant. À l'extérieur, dans le couloir, parvenaient des voix étouffées, le son de téléphone vibrant sur des surfaces dures, les pas pressés de ceux qui cherchaient encore une issue. Elle connaissait ce protocole. Non seulement elle le connaissait, mais elle avait aidé à concevoir la couche miroir, le mécanisme de contingence construit précisément pour des situations comme celle-ci, une redondance invisible qui stockait les données sur un chemin parallèle, hors du flux principal, justement pour les cas où le système central serait compromis. C'était une solution élégante, presque contre-intuitive, pensée pour que les données critiques ne disparaissent jamais vraiment, mais restent cachées dans une structure que seul celui qui connaissait l'architecture originale saurait trouver. Elle savait où elle se trouvait. La question était de savoir quoi en faire, et cette question portait plus de poids qu'il n'y paraissait au premier abord. La pensée la plus simple, la plus facile,
celle qui arriva en premier avec la clarté d'une sentence évidente. Laissez faire. Laissez Hubert de Beaumont découvrir par lui-même ce que signifie avoir un nom effacé, un travail invisibilisé, une existence ignorée. Laissez l'univers équilibrer les comptes avec l'indifférence qu'il avait lui-même cultivée comme style de gestion, comme posture de vie, comme philosophie sur le fonctionnement du monde. Elle avait entendu ce qu'il avait dit dans le couloir des mois plus tôt. Elle était payée pour nettoyer, pas pour exister, comme si exister était un privilège qui devait être mérité, et que les critères pour le mériter étaient d'une certaine manière liés à l'étage où l'on travaillait, ou au type de tâche que ses mains exécutaient. Mais il y avait l'autre pensée, celle qui arriva en second, plus lourde, plus dérangeante, le genre qui n'a pas l'élégance de la logique mais qui porte le poids des choses vraies. Elle avait entendu Rodrigue parler de l'audit. Elle avait entendu Camille mentionner les fonds des clients. Et elle savait, parce qu'elle avait passé assez de temps dans les étages inférieurs de la tour Beaumont, que derrière les chiffres, il y avait des gens, des petits investisseurs qui placèrent les économies d'une vie dans un fonds parce qu'ils croyaient que c'était sûr, des employés avec des plans de retraite liés. Madame René de la réception, avec ses investissements modestes, faits avec le soin de celle qui a toujours eu peu et a appris à prendre soin de chaque centime. Madeleine se lava les mains une fois de plus, un geste qui n'était pas de la nervosité, mais un rituel, une façon d'organiser ce qui était en elle avant d'agir à partir de cet endroit. Puis, elle prit son chiffon, sortit des toilettes, poussa le chariot jusqu'au bout du couloir, s'arrêta devant la porte du bureau principal et frappa. 2 coups fermes. Ce n'étaient pas les coups d'une employée demandant la permission. C'étaient les coups de quelqu'un qui a quelque chose à dire et qui a choisi le moment pour le dire. De l'intérieur, la voix d'Hubert de Beaumont, rauque et tendue. « Ce n'est pas le moment. » Madeleine ne recula pas. « Je sais comment récupérer le système, » dit-elle, avec le même calme avec lequel, 3 ans plus tôt, elle avait présenté une architecture technique devant une salle pleine de spécialistes qui l'écoutaient sans savoir encore qu'ils étaient face à la personne la plus compétente de la pièce. « Et j'aurais besoin d'un accès immédiat au serveur pour commencer. » Le silence de l'autre côté de la porte dura exactement 4 secondes, puis elle entendit une chaise être repoussée, des pas sur le parquet et la poignée tournée. La porte s'ouvrit et Hubert de Beaumont resta dans l'embrasure, les yeux plissés, la cravate desserrée, les boutons supérieurs de sa chemise défaits, révélant un homme qui était, pour la première fois depuis longtemps, hors du contrôle qu'il avait lui-même construit comme identité. Il regarda Madeleine de la même manière qu'il regardait probablement la plupart des gens, de haut en bas, avec la rapidité de celui qui a déjà pris une décision avant d'entendre l'argument. Et ce qu'il vit fut exactement ce qu'elle savait qu'il verrait. Un uniforme bleu, un chariot de nettoyage, un chiffon humide, des baskets en caoutchouc, une femme qui, par la logique de la place qu'elle occupait dans ce bâtiment, ne devrait rien avoir de pertinent à dire sur des systèmes de cryptage de niveau militaire. La différence entre ce que nous sommes et ce que nous paraissons être est l'une des distances les plus longues qui existent. Madeleine l'avait appris de la manière forte. « Hein, qu'avez-vous dit ?» Sa voix était basse, contrôlée, mais il y avait quelque chose en elle qui tremblait légèrement, comme une structure sous tension qui tient encore debout, mais que n'importe quel ingénieur reconnaîtrait comme un avertissement. « Je sais comment récupérer les données du système », répéta Madeleine sur le même ton. Je connais l'architecture de sécurité qui a été installée ici. Je sais où se trouvent les registres qui semblent avoir disparu. De l'intérieur de la pièce, Camille Brissot apparut derrière Hubert, sa tablette toujours à la main, ses yeux allant de Madeleine à son patron avec une expression mêlant scepticisme et désespoir. C'était le mélange particulier de la personne qui occupe un poste à responsabilité en temps de crise, le scepticisme, car toute solution proposée en dehors du canal attendu semble suspecte, et le désespoir, car toute solution est préférable à rien du tout. Rodrigue Faure était au téléphone dans un coin, mais il avait décollé l'appareil de son oreille et écoutait. « Vous êtes la femme de ménage, » dit Hubert. Ce n'était pas une question, c'était presque une accusation, le genre d'affirmation qui sert simultanément d'identification et de frontière. « Je suis la personne que vous avez engagée pour nettoyer vos couloirs, » dit-elle. « Mais ce n'est pas ce que j'ai toujours été. » Le silence qui suivit fut d'un genre spécifique, celui qui survient lorsqu'une information entre en conflit avec tout ce qui a été présumé sur quelqu'un. C'était le genre de silence qui précède soit un rire, soit une réévaluation.
Hubert de Beaumont n'était pas du genre à rire de situations qu'il ne comprenait pas. « Comment connaissez-vous l'architecture du système ?» demanda-t-il. Madeleine regarda à l'intérieur de la pièce, puis vers le couloir et dit avec un calme qu'elle dut travailler pour maintenir sur le bon ton, ni défensive, ni anxieuse, juste présente. « Puis-je entrer ?» Ce fut Camille qui bougea la première, s'écartant de la porte pour laisser passer Madeleine. Dans ce mouvement, il y avait quelque chose d'instinctif, le geste de quelqu'un qui décide de faire confiance avant que la logique ne termine de traiter si c'est raisonnable de le faire. Parfois, l'intuition arrive avant les faits. Hubert resta immobile pendant une seconde qui fut, à l'expression de son visage, une seconde de guerre interne, puis il recula lui aussi. Madeleine poussa le chariot de nettoyage de quelques centimètres hors de l'entrée, l'appuya contre le mur du couloir et entra dans le bureau de direction d'Hubert de Beaumont pour la première et unique fois en tant qu'invité. L'espace était exactement ce qu'elle avait imaginé les fois où elle était passée devant la porte fermée. Grand, impersonnel, avec l'impersonnalité délibérée de celui qui veut que l'environnement transmette le pouvoir plutôt que la personnalité. La table en verre et acier, le panneau de moniteur clignotant toujours en rouge, le fauteuil en cuir derrière tout cela comme un trône fonctionnel. Par la fenêtre panoramique, Paris pulsait en bas, indifférente, avec la permanence des villes qui existent indépendamment de ce qui se passe aux étages les plus élevés. « Mon nom est Madeleine Morel, dit-elle, debout au centre de la pièce. Il y a 3 ans, je faisais partie d'une équipe de recherche en sécurité numérique à l'Institut Vaugirard, ici, à Paris. J'ai travaillé pendant 2 ans au développement d'une architecture de protection pour les données financières corporatives. L'une des caractéristiques centrales de ce que nous avons développé était un protocole de cryptage, avec une couche de contingence que nous appelions en interne le miroir, où les données critiques sont stockées en parallèle dans une structure secondaire qui s'active lorsque le système principal est compromis. Rodrigue Faure abaissa lentement son téléphone. La conversation qu'il avait eue cessa d'exister comme priorité. Ce protocole, continua Madeleine, a été licencié à un consortium d'entreprises financières. Beaumont Finance en faisait partie. Je le sais parce que c'est moi qui ai aidé à construire la proposition technique qui a justifié la licence. Je sais ce qui a été vendu, comment cela a été présenté, et ce qu'il y avait sous chaque couche du système. Hubert croisa les bras. Si vous avez aidé à le construire, votre nom devrait figurer sur les documents. Mon nom ne figure sur aucun document. Elle dit cela sans amertume, avec la précision d'un fait qu'elle avait déjà eu assez de temps pour accepter comme faisant partie de la réalité, même si ce n'était pas une question de justice. J'ai été écarté du projet avant l'étape de la licence pour des raisons qui n'importent pas maintenant. Ce qui importe, c'est que je connais ce protocole mieux que n'importe quel consultant externe que vous pourriez essayer de contacter cette nuit, parce que c'est moi qui l'ai construit de l'intérieur vers l'extérieur. Camille échangea un regard rapide avec Rodrigue. C'était le regard de 2 personnes qui calibraient ensemble si ce qu'elles entendaient était plausible. « Prouvez-le, » dit Hubert. Madeleine regarda le panneau de moniteur. Le système possède 4 couches de cryptage. La 3e couche utilise une clé de rotation basée sur un motif temporel, et non sur une séquence fixe. Si vous essayez d'y accéder de manière directe, elle s'auto-efface en réponse à ce qu'elle interprète comme une intrusion. La plupart des spécialistes qui tenteraient de résoudre cela commenceraient par la couche externe, ce qui activerait un protocole de destruction de données en 48 heures. Elle s'arrêta, laissant une seconde de silence, qui avait la fonction précise d'une virgule dans une phrase importante. Le bon chemin est d'entrer par la 4e couche, qui semble être la plus protégée, mais qui est en réalité la porte de service que celui qui l'a construite a laissée délibérément accessible pour les situations d'urgence. Le silence, cette fois, fut différent des précédents. C'était le silence de personnes qui recalibraient ce qu'elles voyaient devant elles, refaisant en temps réel une évaluation qui avait été formée sans données suffisantes. Rodrigue Faure marcha jusqu'à la table, posa son téléphone sur le verre avec un geste définitif et dit d'une voix qui avait perdu son ton de cadre sûr de lui pour trouver quelque chose de plus honnête. « C'est exact. » Hubert regarda la femme en uniforme bleu debout au centre de son bureau, la ville pulsant derrière elle par la fenêtre, et pour la première fois de la nuit, l'expression sur son visage ne fut pas celle du contrôle. Ce fut quelque chose qu'il mit un moment à reconnaître parce qu'il n'avait pas l'habitude de cette sensation. C'était de la stupéfaction.
et sous la stupéfaction invisible mais présente, quelque chose qu'il mettrait plus de temps à nommer, la reconnaissance d'une erreur qui avait duré 2 mois, 1 nuit et 3 décennies de prémices qui n'avaient jamais été examinées. La salle des serveurs de Beaumont Finance se trouvait au 12e étage, dans un espace climatisé qui vrombissait constamment comme un organe vivant. Les étagères d'équipement s'étendaient en rangées parallèles sous la lumière froide des panneaux LED, et l'air avait cette odeur sèche et légèrement métallique que Madeleine avait appris à associer durant ses années au laboratoire à un certain type de concentration, celui qui n'admet aucune distraction, celui qui lui avait manqué sans qu'elle sache qu'il lui manquait. Hubert l'accompagna personnellement, Rodrigue aussi. Camille resta au 28e, gérant les appels qui ne s'arrêtaient pas, des investisseurs qui, d'une certaine manière, avaient déjà entendu des rumeurs, des conseillers juridiques, le président du conseil qui voulait des informations toutes les 20 minutes. Le monde de l'entreprise saignait en temps réel, et elle était l'infirmière qui essayait de tout étancher, à la fois avec ses mains et son talent. Madeleine s'assit sur la chaise de travail devant le terminal principal, comme quelqu'un qui occupe une place restée vide dans l'intervalle entre 2 versions de la même vie. Il y avait un technicien de garde, Sacha, 26 ans, des lunettes rondes, l'expression de celui qui avait passé les 2 dernières heures entre la panique et la fatigue. Il resta debout à côté d'elle, les bras croisés, non par hostilité, mais dans la posture instinctive de celui qui n'a pas encore décidé s'il fait confiance à un élément apparu de manière inattendue dans le scénario d'une crise. « Je vais avoir besoin d'un accès route au terminal secondaire », dit Madeleine, ses yeux parcourant la disposition des équipements avec une familiarité qu'elle n'eut pas besoin de feindre. Ces étagères, cette disposition, était une version légèrement plus coûteuse de ce sur quoi elle avait travaillé à l'Institut Vaugirard. Mais la logique était la même. La logique, elle avait aidé à l'écrire, et la logique est la seule chose qui reste cohérente, peu importe combien de fois quelqu'un tente d'effacer la trace de celui qui l'a créée. Sacha regarda Rodrigue, qui regarda Hubert, qui fit un signe de tête minimal. La hiérarchie fonctionnant même en heure de crise. Madeleine commença à travailler. Les 10 premières minutes furent consacrées à la cartographie. Elle parcourut le système avec une attention qui était différente de l'attention de celui qui cherche. C'était l'attention de celui qui reconnaît. Comme une personne qui entre dans une pièce obscure, qui fut autrefois sa chambre et sait exactement où sont les murs, où se trouve l'interrupteur, quelle latte du parquet grince quand on marche au mauvais endroit. Ses doigts bougeaient sur le clavier à un rythme qui n'était pas urgent mais précis. Et ce rythme particulier fit lâcher à Rodrigue un souffle bas et contrôlé de tension retenue. Hubert resta debout. Il y avait quelque chose dans le fait de s'asseoir qui semblait inapproprié à ce moment-là, comme si s'asseoir était l'aveu que le processus prendrait plus de temps qu'il n'était prêt à l'accepter. Il resta appuyé contre l'étagère la plus éloignée, les bras croisés, regardant. Il avait passé 30 ans à apprendre que le silence est une position de pouvoir, que celui qui parle le premier dans le silence révèle l'étendue de ce qu'il ne contrôle pas. Mais à ce moment-là, le silence était différent. Il était le spectateur, et la femme en uniforme bleu assise devant le terminal était celle qui tenait le cours des événements. Il y avait quelque chose d'humiliant là-dedans, s'il choisissait de le voir ainsi. Mais il y avait aussi, et il le percevait avec la clarté dérangeante des révélations qui arrivent au mauvais moment, quelque chose de simple et d'incontestable, la compétence. Il avait passé 30 ans entouré de personnes compétentes qu'il avait engagées, promues, gardées. Et il n'avait jamais envisagé que la personne la plus capable sur un problème donné puisse se trouver à un étage différent du 28e. « Ici », dit Madeleine. Sur l'écran surgit une structure de répertoire qui n'était pas visible sur l'interface standard. Un arbre de données qui semblait impossible là où il ne semblait n'y avoir rien. C'était élégant, pensa-t-elle involontairement, avec le genre d'admiration que les créateurs éprouvent pour leur propre travail quand ils le retrouvent après un certain temps. La structure était exactement telle qu'elle avait été conçue, invisible pour quiconque ne savait pas qu'elle existait, complètement intègre pour quiconque savait où regarder. Sacha se pencha en avant, ses lunettes glissant légèrement sur son nez. C'est un référentiel parallèle. La couche miroir, dit Madeleine, active depuis l'installation du protocole. Tous les registres de transactions, les journaux d'opération, l'historique des accès, tout est ici. Chaque mouvement effectué sur ce système au cours des dernières 72 heures
est archivé dans cette structure, y compris les transferts de ce soir. Rodrigue passa une main dans ses cheveux, un geste qui contenait plus d'informations émotionnelles que n'importe quelle phrase qu'il aurait pu prononcer à ce moment-là. C'était le geste de celui qui comprend que le problème qui semblait insoluble vient de trouver une ouverture. Cela signifie, dit Hubert de la voix de celui qui calcule en parlant, construisant l'implication en temps réel, que nous avons des preuves de tout. Nous avons des registres de tout, corrigea doucement Madeleine. La distinction était technique mais importante. La preuve exigerait une interprétation, une contextualisation, une validation. Le registre était le point de départ pour y arriver, y compris l'origine des transferts. Et c'était là. La phrase qui changeait le poids de la situation, qui transformait une nuit de crise en une nuit de possibilités. Tous dans la salle comprirent en même temps ce que cela signifiait. S'il y avait des registres intacts, il y avait une piste. Et s'il y avait une piste, il y avait un chemin de retour vers celui qui avait fait cela. Il ne s'agissait pas seulement de récupérer les données. Il s'agissait de découvrir d'où venait l'attaque, qui l'avait ordonnée, qui l'avait exécutée. Madeleine commença à naviguer dans le journal des accès avec le même calme qu'avant. Mais il y avait quelque chose de différent maintenant. Une concentration plus aiguisée, une attention qui se resserrait vers un point spécifique. Car elle avait vu quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à dire à voix haute. Une signature numérique dans les journaux qu'elle reconnaissait, non seulement par la logique technique de celui qui analyse des motifs, mais par quelque chose de plus ancien et de plus viscéral. Elle avait déjà vu cette signature auparavant. Pas dans ce système, dans un autre système, dans un laboratoire, à une époque qu'elle avait essayé d'archiver au même endroit où l'on garde les choses qui font trop mal pour rester au premier plan de la mémoire quotidienne. Elle continua de taper, mais le rythme de ses doigts changea légèrement. Sacha le remarqua car il était le genre de personne qui remarque les rythmes. Rodrigue ne le remarqua pas, car il regardait l'écran. Hubert ne le remarqua pas, car il la regardait, elle. Et elle sentit le regard d'Hubert comme on sent la pression d'une main sur une épaule. Présent, reconnaissable, inopinément humain. Pas le regard de l'homme qui avait dit qu'elle était payée pour nettoyer, pas pour exister. Le regard de quelqu'un qui commence à comprendre l'ampleur de ce qu'il n'avait pas vu. Ce n'était pas encore l'heure de dire ce qu'elle avait trouvé. Il y avait des étapes à franchir avant, des vérifications à faire, la certitude d'avoir une sécurité absolue avant d'ouvrir cette porte spécifique. Car lorsqu'elle l'ouvrirait, ce qui en sortirait ne concernerait pas seulement Beaumont Finance. Cela concernerait quelque chose qui la poursuivait depuis 3 ans et qui avait trouvé, en cette nuit improbable, le seul lieu et le seul moment où cela pourrait enfin être dit à voix haute. Madeleine respira profondément, de manière presque imperceptible, et continua de travailler. Il était 00h40 quand Madeleine demanda une pause de 10 minutes. Personne ne discuta. Sacha alla chercher du café. Rodrigue sortit pour répondre à des messages. Hubert resta, appuyé maintenant contre la porte en métal froid de la salle des serveurs, les yeux fixés sur Madeleine alors qu'elle restait immobile devant le terminal, les mains sur les genoux, regardant l'écran comme quelqu'un qui regarde quelque chose au-delà de ce qui apparaît. La salle des serveurs avait un type de silence différent des autres silences du bâtiment. C'était un silence rempli par le vrombissement constant des équipements, une sorte de respiration mécanique qui rendait l'espace simultanément froid et vivant. Madeleine avait passé de nombreuses heures dans des salles comme celle-ci durant ses années au laboratoire, et il y avait quelque chose dans le son des serveurs qui fonctionnait sur elle comme une encre, ramenant non pas des souvenirs spécifiques, mais un état d'esprit, l'état de quelqu'un qui est à la bonne place. « Vous allez me dire ce que vous avez trouvé », dit Hubert. Ce n'était pas un ordre, c'était plus proche d'une affirmation prudente, du genre qui laisse de l'espace à l'autre personne pour confirmer ou corriger. Madeleine tourna légèrement sa chaise vers lui. « Je suis encore en train de cartographier, mais vous avez trouvé quelque chose ?» Elle resta silencieuse un moment. Puis elle dit « L'accès qui a initié les transferts est venu de l'intérieur de l'entreprise, de quelqu'un ayant un niveau de direction. » Hubert se redressa. Le mouvement fut petit, mais chargé. Camille ou Rodrigue? Pas nécessairement l'un des deux. Il existe la possibilité d'une utilisation d'identifiants. Elle marqua une pause. Quelqu'un a pu utiliser le login d'un directeur sans qu'il ou elle le sache.
Est-ce possible? Cela dépend de qui l'a fait et à quel point cette personne connaît le système. Elle regarda le terminal. Et à quel point cette personne a été formée par quelqu'un qui connaît l'architecture en profondeur. Hubert croisa de nouveau les bras. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans le geste. Ce n'était pas une posture de pouvoir, c'était la posture de quelqu'un qui traite l'information et qui a besoin d'un support physique pour réfléchir. Vous dites que celui qui a fait ça a reçu une orientation externe. Je dis que les choix techniques faits lors de cette intrusion ne sont pas aléatoires. Chaque étape a évité exactement les points de détection du système. Ce n'est pas de l'instinct ou de la chance, c'est une connaissance spécifique du fonctionnement de ce protocole. Elle tourna sa chaise vers le terminal. Et cette connaissance n'est pas publique. Sacha revint avec 2 cafés dans des gobelets en plastique. Il entendit un à Madeleine et un autre à Hubert, qui regarda le gobelet avec l'expression de quelqu'un qui essaie de se rappeler la dernière fois qu'il a accepté un café dans un gobelet en plastique. Il le but tout de même, avec le genre de résignation pragmatique qui est parfois la forme la plus honnête de reconnaître que le monde a changé autour de soi. Les 10 minutes se terminèrent sans que personne ne les annonce. Et Madeleine se remit au travail avec la même concentration qu'auparavant. Ce qu'elle cherchait maintenant n'était pas dans les journaux de transactions. C'était dans une couche plus profonde du référentiel parallèle, dans un sous-répertoire qu'elle avait remarqué lors du premier balayage mais qu'elle n'avait pas encore ouvert. C'était une structure qui ne devrait pas exister sous ce format. Cela ressemblait à un fichier temporaire, le genre que les systèmes créent automatiquement lors d'opérations de routine. Mais l'horodatage était erroné. Le fichier avait été créé il y a 3 jours, manuellement par quelqu'un qui savait qu'il passerait inaperçu parmi les données automatiques. Quiconque ne connaissait pas la différence entre un fichier temporaire généré par le système et un fichier temporaire créé manuellement n'y prêterait aucune attention. Madeleine y prêta attention. Elle l'ouvrit. C'était un journal de session. Il enregistrait chaque commande exécutée pendant une session d'accès à distance réalisée 72 heures avant les transferts. Une session qui dura 47 minutes, durant lesquelles quelqu'un avait cartographié chaque couche du système, identifié les points d'accès, testé les identifiants et construit un itinéraire détaillé pour l'opération qui suivrait. Et le login utilisé pendant cette session appartenait à Rodrigue Faure. Madeleine resta immobile un moment, regardant les données. Puis elle commença à vérifier, était-il possible que Rodrigue soit au courant de cette session? Était-il possible qu'il l'ait lui-même exécutée? L'horodatage la plaçait un lundi, entre 10h et 11h du matin, heure à laquelle le système de contrôle d'accès du bâtiment enregistrait Rodrigue à la réunion mensuelle de la direction, qui durait de 9h à midi dans une autre salle, à l'étage du dessous. Il n'aurait pas pu exécuter cette session. Ses identifiants avaient été utilisés, mais pas par lui. La question qui restait, suspendue comme un fruit qui n'a pas encore décidé de tomber, était qui avait obtenu les identifiants de Rodrigue. Et plus important encore, qui avait appris à cette personne à les utiliser sur ce système spécifique avec cette précision qui ne s'apprenait pas dans des cours, qui n'était pas dans les manuels, qui n'existait que dans le répertoire de celui qui avait construit quelque chose de l'intérieur vers l'extérieur. Madeleine enregistra une copie des données qu'elle avait trouvées dans la couche miroir, sous format crypté, avec un mot de passe que seule elle connaissait. C'était un geste instinctif, celui de quelqu'un qui a appris de la manière la plus dure que les preuves peuvent disparaître d'un moment à l'autre, que le monde a des façons d'effacer ce qu'il ne veut pas voir apparaître, et que la seule protection réelle est de créer des redondances qui survivent à la volonté des autres. Puis elle se tourna vers Hubert et dit « Je dois vous parler, ainsi qu'à Monsieur Faure. Ensemble, maintenant. » L'expression d'Hubert fut celle d'un homme habitué à convoquer les gens pour des conversations difficiles, pas à être convoqué par eux. Il y avait une étrangeté dans ce qu'il ressentait, pas de l'inconfort, mais le genre de réorientation qui se produit quand les références changent. La femme en uniforme bleu qui avait frappé à sa porte quelques heures plus tôt était devenue, dans l'intervalle d'une nuit, la personne la plus importante de ce bâtiment. « Je vais appeler Rodrigue, dit-il. » Elle acquiesça. « Avant de l'appeler, j'ai besoin que vous me fassiez confiance encore quelques minutes. Ce que je vais montrer va changer la direction de tout ce que vous pensiez jusqu'à présent. » Rodrigue Faure entra dans la salle des serveurs avec la posture de celui qui est habitué aux crises. C'était son travail, après tout.
Quand le système échoue, le directeur de la technologie est la première personne que tout le monde regarde, et il avait passé 12 ans sur ce siège à apprendre à garder un visage imperturbable, pendant que le monde numérique autour de lui prenait feu. Mais ce qu'il vit en entrant dans la salle était différent des autres crises. Madeleine avait organisé les données sur l'écran du terminal de manière propre et lisible, le genre de présentation qui n'a pas besoin de longues explications parce que les faits parlent avec la clarté objective des chiffres. Le journal de session était ouvert, avec l'horodatage, les identifiants utilisés et l'adresse d'origine de l'accès à distance. Rodrigue lut la première ligne et son visage, si entraîné à l'impassibilité, passa par une séquence rapide et involontaire d'expressions qu'aucun entraînement ne peut simuler. Une confusion sincère, puis la reconnaissance, puis quelque chose qui était à la fois du soulagement et de l'effroi. Le soulagement parce que ce qui était sur l'écran montrait que ce n'était pas lui. L'effroi parce que cela montrait à quel point quelqu'un s'était approché. « Cet accès, ce n'était pas moi, dit-il. »« Je sais, » répondit Madeleine. Hubert resta silencieux à côté de l'étagère la plus proche. « J'étais à la réunion de direction, » continua Rodrigue, maintenant de la voix de celui qui reconstruit sa propre chronologie, passant mentalement par chaque détail d'un lundi qui, il y a encore quelques minutes, n'était qu'un lundi de plus dans sa mémoire professionnelle. De 9h à midi, il y a un registre de présence, un procès-verbal signé, la liste des participants. 12 personnes peuvent confirmer où j'étais. Il pointe à l'écran. Cet accès a commencé à 10h08. Quelqu'un a utilisé vos identifiants sans votre autorisation, dit Madeleine. Elle cliqua sur l'écran suivant, et il l'a fait avec un niveau de précision qui indique une formation. Cette session de cartographie, faite 3 jours avant les transferts, a suivi un itinéraire qui va à l'encontre de la logique évidente du système. Quiconque ne connaît pas l'architecture essaierait d'entrer par les couches externes. Cette session est allée directement au noyau, par le seul chemin qui ne déclenche pas d'alerte. Rodrigue fixa l'écran avec une attention qui se transforma en quelque chose de plus pesant à mesure qu'il absorbait ce qu'il voyait. Le noyau n'est documenté dans aucun manuel interne. Même moi, je n'en ai pas la carte complète. Je sais qu'il existe. Je sais à quoi il sert, mais les chemins d'accès spécifiques ont été conservés dans une documentation restreinte. « Je sais, » dit Madeleine à nouveau. Et maintenant, l'heure était venue. Elle respira profondément, non pas parce qu'elle manquait de courage, mais parce que ce qui allait suivre était le genre de choses que l'on dit une fois et qu'on ne peut défaire. C'était une porte qui, une fois ouverte, le resterait pour toujours, et qui, de l'autre côté, apportait non seulement la solution d'un problème présent, mais le réarrangement d'une histoire qui durait depuis 3 ans. L'itinéraire technique que cette session a suivi est identique au protocole de cartographie qui a été développé à l'Institut Vaugirard pendant la phase de test du système, dit-elle. Ce n'est pas similaire. C'est identique. Il utilise les mêmes raccourcis, la même séquence de vérification, le même schéma de mouvement entre les couches qui était utilisé en interne quand nous testions les vulnérabilités avant la version finale. Silence. Cela signifie, ajouta-t-elle, que celui qui a guidé cette intrusion a accès au protocole de test, pas au protocole final, qui a été licencié et que n'importe quelle entreprise contractante pourrait posséder. Au protocole de test, qui n'a jamais été publié, jamais enregistré formellement, et qui n'existait que dans les registres internes de l'Institut Vaugirard et dans les mémoires de ceux qui ont travaillé dans ce laboratoire. Rodrigue se tourna lentement vers Hubert. C'est du matériel qui ne devrait pas exister en dehors de l'Institut. Il ne le devrait pas, convint Madeleine, mais il existe, et je sais comment il est sorti de là. Elle fit une pause, et dans cette pause, il y avait 3 ans d'un poids qu'elle avait porté en silence, par le même chemin que celui par lequel mon nom est sorti des registres du projet. L'affirmation se posa au centre de la pièce, avec la gravité de quelque chose qui réorganise tout autour d'elle. Hubert s'éloigna de l'étagère et s'approcha de l'écran. Pas de manière précipitée, avec le pas délibéré de celui qui sait qu'il se dirige vers une information qui va exiger de lui une réponse qui n'est pas seulement professionnelle. « Raphaël Montant, dit-il. Ce n'était pas une question. C'était le résultat d'un raisonnement qu'il avait fait en silence en écoutant tout, connectant le nom qui figurait sur les documents de passation du protocole avec ce que Madeleine venait de décrire. Madeleine le regarda avec une expression contenant une surprise contrôlée. « Vous connaissez le nom. Je connais le travail.
La proposition technique que Beaumont Finance a signée pour l'implémentation de ce système a été présentée par Raphaël Montant, en tant que chercheur responsable de l'Institut Vaugirard. Hubert regarda Madeleine avec une attention différente des précédentes, comme s'il refaisait mentalement toute la conversation de cette nuit avec une donnée nouvelle et plus authentique. Si le travail original était le vôtre, il était le mien et celui de 2 autres personnes qui ont également été écartées avant la licence, dit-elle. Raphaël Montant a présenté le projet comme étant de sa paternité exclusive, et avec le protocole de test en main que personne d'autre ne devrait avoir, il serait capable de cartographier n'importe quel système utilisant notre architecture comme s'il marchait dans sa propre maison. Rodrigue frappa légèrement du poing fermé le bord de l'étagère. Il savait exactement où se trouvaient les vulnérabilités qu'aucun auditeur externe ne trouverait. Mais il y avait une chose qu'il ne savait pas, dit Madeleine. Et pour la première fois de la nuit, il y avait quelque chose dans sa voix qui n'était pas seulement du calme technique. C'était quelque chose de plus ancien et de plus humain, le genre de certitude qui se construit non pas en laboratoire, mais en 3 ans de silence forcé, de portes fermées, d'invisibilité imposée, qui n'avait jamais réussi à effacer ce qu'elle savait. Il ne savait pas que j'avais construit une couche de protection supplémentaire qui ne figurait pas dans le protocole de test, un verrou d'urgence que j'ai créé après avoir réalisé que le système pourrait être exploité par quiconque connaîtrait les protocoles internes. « Où est ce verrou ?» demanda Hubert. Madeleine regarda le terminal. « Ici », dit-elle. Le verrou d'urgence n'était pas un mécanisme simple. C'était exactement ce que son nom suggérait, une structure conçue pour le pire scénario possible lorsque le système avait été compromis par quelqu'un qui connaissait ses points faibles mieux que n'importe quel intrus aléatoire. Madeleine avait construit cette couche lors des derniers jours de sa participation à l'Institut Vaugirard, quand elle sentait déjà que quelque chose n'allait pas, mais n'avait pas encore de nom pour ce qu'elle voyait. C'était un acte presque instinctif, le genre de chose qu'un ingénieur fait quand sa logique professionnelle entre en conflit avec une intuition qui ne s'articule pas encore en mots. Laisser une issue de secours que seule elle savait exister. Le verrou fonctionnait de manière contre-intuitive. Au lieu de bloquer l'accès au système, il permettait à l'intrus de se déplacer, croyant qu'il avait le contrôle, tout en initiant simultanément un protocole silencieux de traçage et de gel progressif des ressources déplacées. Chaque transfert effectué était enregistré dans une chaîne de vérification qui rendait les fonds impossibles à accéder à leur destination finale sans une clé de libération qui n'existait qu'à un seul endroit, dans le protocole original de Madeleine. « Si j'active cela maintenant, dit-elle, les doigts planant au-dessus du clavier, les transferts sont gelés. L'argent ne disparaît pas. Il reste bloqué dans une structure de garde technique jusqu'à ce que les autorités et l'audit puissent accéder aux registres et les vérifier. » Rodrigue resta bouche bée d'une manière qu'il essaya visiblement de contrôler sans y parvenir totalement. Pourquoi cela ne figurait-il pas dans le protocole qui nous a été remis? Parce que cela a été créé après, dit simplement Madeleine. Et parce que le protocole que vous avez reçu a été présenté par quelqu'un qui n'avait pas accès à ce que j'ai développé après mon départ. Hubert resta silencieux un moment. Puis, si vous activez cela, quel est le risque? C'était la bonne question. Elle s'y attendait. Aucun pour les fonds ou pour les clients, dit-elle. Le seul risque est pour celui qui a fait ça, car le verrou ferme également l'accès à distance au système. Quiconque est connecté de l'extérieur pour essayer de surveiller ou d'ajuster les mouvements se verra soudainement coupé et sans aucun moyen d'inverser le processus. Et si cette personne essaie d'accéder physiquement? Demanda Rodrigue. Sans la clé de libération, il n'y a rien à faire. Madeleine regarda l'écran. La structure de garde est cryptée avec un protocole de double authentification qui exige ma signature numérique, ainsi qu'une vérification d'une autorité de régulation. Personne ne peut défaire cela sans ma participation active. Hubert fit les 100 pas lentement sur 1,50 m, un aller-retour, le mouvement d'un homme qui prend une décision qu'il sait irréversible. Madeleine le laissa marcher. Elle avait appris, au fil des années de travail avec des personnes ayant un réel pouvoir sur les systèmes et l'argent, que certaines décisions doivent être prises par un chemin physique, et pas seulement mental. « Faites-le », dit-il finalement. Madeleine tapa la séquence d'activation avec la même précision qu'elle avait mise dans tout le reste cette nuit-là. Il n'y avait aucune hésitation dans ses mouvements, aucun drame. C'était de la technique pure,
appliquée avec la certitude de celle qui connaît chaque implication de ce qu'elle fait. L'écran afficha une confirmation en texte simple. Pas d'alarme, pas d'animation, pas le genre d'effet que l'on voit dans les films sur les hackers. Juste une ligne. Sacha, qui était resté silencieux au cours de la dernière demi-heure dans un coin de la salle, laissa échapper un souffle, qui était à moitié un soupir et à moitié quelque chose qu'il ne laissa pas se transformer en parole. Rodrigue fixa l'écran un long moment, puis se tourna vers Hubert avec une expression qui était enfin faite de soulagement, mêlée à quelque chose qui aurait encore besoin de temps pour trouver son nom. L'audit aura des registres. Nous avons une piste complète. Nous avons le gel des ressources. Il manque une chose, dit Madeleine. Les deux hommes la regardèrent. La preuve physique que c'est Raphaël Montant qui a guidé tout cela. J'ai la signature technique dans le système. J'ai la cartographie identique au protocole interne. Mais un avocat compétent pourrait plaider la coïncidence. Elle marqua une pause. Nous avons besoin de quelque chose qui le place physiquement dans cette opération. La salle retomba dans le silence un instant. C'était le genre de silence qui survient lorsqu'un problème qui semblait résolu présente sa dernière couche. Alors Hubert regarda le plafond de la salle des serveurs comme s'il dressait une carte mentale du bâtiment et dit quelque chose qui surprit tout le monde. « Béatrice. »« Qui ?» demanda Rodrigue. « Béatrice, de la réception du 13e. Elle est obsédée par les caméras depuis qu'il y a eu un incident de patrimoine il y a 2 ans. » Hubert parlait plus vite maintenant, avec l'énergie de celui qui vient de connecter 2 points qui semblaient séparés. Elle a acheté avec son propre argent des caméras de sécurité supplémentaires pour couvrir le parking et l'entrée de service. Elle disait que les caméras de l'entreprise avaient des angles morts. La DSI ne les a jamais intégrés au système principal parce que c'étaient ses équipements à elle, pas ceux de l'entreprise. Madeleine se leva de sa chaise pour la première fois en plus d'1 heure. Si ces caméras ont enregistré le parking ces derniers jours. Et si Raphaël Montant a été dans ce bâtiment, compléta Rodrigue comprenant, cela serait enregistré dans un système dont il ignorait l'existence. Hubert avait déjà son téléphone à la main, composant un numéro. Il était 1 heure du matin. Béatrice de la réception allait se réveiller avec l'appel du patron qui n'avait jamais retenu son nom de famille, lui demandant un service qu'elle n'aurait jamais imaginé que quelqu'un demanderait. Et les caméras qu'elle avait achetées avec son propre salaire, par entêtement et sens des responsabilités, pourraient être la dernière pièce d'un puzzle qui avait commencé 3 ans plus tôt dans un laboratoire de recherche où une femme avait vu son travail effacé par un homme qui pensait que l'invisibilité et l'inexistence étaient la même chose. Elle ne l'était pas. Béatrice Aubert arriva au bâtiment à 2h30 du matin, les cheveux mal coiffés, une veste jetée par-dessus son pyjama, et une expression qui était moitié effrayée, moitié résolue. Elle avait 48 ans, dont 20 passés dans des réceptions d'entreprises qui sous-estimaient continuellement ce qu'elle entendait, ce qu'elle voyait et ce qu'elle gardait. Hubert l'accueillit au rez-de-chaussée, et pour la première fois depuis longtemps, il y eut un embarras sincère dans la façon dont il se présenta. « Béatrice, merci d'être venue. » Elle le regarda une seconde, avec l'expression calibrée de celle qui vérifie si l'urgence est réelle. Puis elle acquiesça et alla droit au but. « Les caméras sont dans mon casier ici à la réception. Ce sont 3 unités, chacune avec son propre disque dur. Je fais une sauvegarde manuelle chaque semaine. » « À quand remonte la dernière sauvegarde ?»« Hier soir, avant de partir. » Elle ouvrait déjà le casier derrière le comptoir de la réception. « Que cherchez-vous exactement ?» Hubert expliqua de manière résumée. Béatrice écouta sans interrompre, avec l'attention de celle qui sait que chaque détail peut être pertinent, puis elle prit le disque dur externe avec la délicatesse de celle qui porte quelque chose qui a coûté un sacrifice personnel et dit « Allons-y ». Au 12e étage, la salle des serveurs s'était remplie de monde. Camille était descendue quand elle avait appris les développements. L'avocat interne de l'entreprise, contacté par elle, était apparu en costume, mais sans cravate, avec l'expression de celui qui avait été arraché au sommeil, mais s'était souvenu en chemin de rester professionnel. Un conseiller en communication que personne n'avait officiellement appelé était simplement apparu, instinctivement, comme cela arrive à certains professionnels lorsqu'ils sentent qu'une narration est en train de s'écrire. Madeleine était assise au terminal, le disque dur externe connecté, naviguant dans les archives des caméras avec la systématique de celle qui a déjà fait cela auparavant. Le parking du sous-sol était couvert sous 2 angles, l'entrée de service sous un 3e.
Béatrice avait tout installé en pensant aux angles morts, et elle l'avait bien fait. « Quelle date ?» demanda Madeleine. Hubert regarda Rodrigue. Rodrigue dit « La session de cartographie a eu lieu lundi. Les transferts ont eu lieu aujourd'hui, mais l'accès à distance a pu commencer hier soir. »« Lundi, mercredi et hier, » dit Madeleine. Elle alla directement vers ces périodes. La recherche dura 19 minutes. 17 minutes de silence tendu dans la salle, où le seul son était celui des ventilateurs des serveurs et le clic occasionnel de la souris. Puis 2 minutes qui furent, pour tout le monde ici, une sorte de reconfiguration de ce que l'on s'attendait à trouver. Car ce qui apparut sur l'écran ne fut pas seulement Raphaël Montant. C'était une voiture garée sur la place la plus éloignée du sous-sol, dans une zone peu éclairée que les caméras de l'entreprise ne couvraient pas. Raphaël Montant sortant du côté passager avec un sac à dos. Et sur le siège conducteur, clairement visible grâce à la caméra que Béatrice avait positionnée, sous un angle capturant exactement cette place, une autre personne. Rodrigue Faure émit un son involontaire. Ce n'était pas lui, mais il reconnut le visage. « C'est Léandre, » dit Rodrigue, de la voix de celui qui essaie de donner un sens à quelque chose qui n'en a pas. « Léandre Mercier. Il était mon assistant technique il y a 1 an et demi. Il a été licencié pour insuffisance de résultats. J'ai moi-même signé son départ. » Le silence qui suivit avait une saveur spécifique. C'était la saveur du maillon manquant, trouvant son emboîtement. « Avait-il accès à vos identifiants lorsqu'il travaillait ici ?» demanda Camille. Rodrigue resta silencieux un moment qui fut, visiblement, une révision mentale de ses souvenirs. Il y avait des périodes où il accédait au système avec mon login pour exécuter des tâches de maintenance qui exigeaient un niveau d'accès qu'il n'avait pas. C'était une pratique informelle, je sais que je n'aurais pas dû, mais c'était opérationnellement plus rapide. Il ferma les yeux une seconde. Je n'ai jamais changé le mot de passe après son départ. Camille dit d'une voix douce mais directe, « Rodrigue, je sais. » Il ouvrit les yeux. Il y avait là quelque chose de plus qu'un simple embarras professionnel. C'était le poids spécifique de celui qui comprend qu'une négligence de sa part a été exploitée par une autre personne pour nuire à beaucoup de gens. « Je sais. » L'avocat interne resté silencieux jusque-là dit « Nous avons l'image. Nous avons le journal d'accès avec l'eurodatage. Nous avons le protocole technique comme preuve de connaissances spécialisées. C'est suffisant pour une plainte formelle auprès des autorités de régulation et de la police. » Il regarda Hubert. « Mais il y a une question urgente. Si Raphaël Montant surveille à distance et a remarqué le gel des fonds, il pourrait essayer d'inverser l'accès d'ailleurs. » Madeleine était déjà de retour au terminal. « Il n'y arrivera pas. Le verrou n'a pas de bypass externe. » Elle marqua une pause. « Mais s'il est assez malin pour comprendre ce qui s'est passé, il comprendra que l'accès a été coupé de l'intérieur et que quelqu'un qui connaît l'architecture est ici. Et s'il essaie d'accéder physiquement à un serveur tiers qui possède des copies des données ?» demanda Sacha, resté là toutes ces heures avec la ténacité discrète de celui qui sentait qu'il était important de rester. « Où aurait-il une copie ?» demanda Hubert. Madeleine tourna lentement sa chaise. « Dans un bureau de façade, le genre que l'on monte pour avoir une adresse physique, des serveurs propres, sans lien évident avec quoi que ce soit. S'il a construit cela avec soin, c'est dans un endroit que personne n'associerait à lui. » Camille leva les yeux de la tablette qu'elle avait vérifiée pendant toute la conversation. Raphaël Montant possède une société de conseil en technologie enregistrée à Neuilly-sur-Seine, ouverte il y a 8 mois. 2 employés officiellement enregistrés. Ils ne reçoivent jamais de clients en personne. Tout le monde la regarda. « Je fais des recherches sur les concurrents, » dit-elle simplement. « Cela fait partie du travail. » Madeleine regarda Hubert. Et dans ce regard, il y avait une question qui n'avait pas besoin de mots. Et maintenant ? Hubert de Beaumont, qui avait passé 30 ans à croire que contrôler la situation signifiait être la personne ayant le plus d'informations et le plus de pouvoir dans la pièce, resta à regarder la femme en uniforme bleu assise au terminal des serveurs de son entreprise et comprit, avec la clarté tardive des révélations qui comptent, que le contrôle qu'il avait poursuivi toute sa vie avait une saveur différente quand la personne qui le détenait était celle qu'il avait traitée comme invisible. « Nous avons besoin d'une dernière chose, » dit-il, « et ensuite, nous appelons les autorités. » Il était 3h20 du matin quand Raphaël Montant réalisa que quelque chose n'allait pas. Il se trouvait dans un bureau au 11e étage d'un immeuble commercial à 6 km de la tour Beaumont, dans une salle qui,
pour n'importe quel observateur extérieur, n'était qu'un espace loué de plus par une société de conseil sans nom. 2 moniteurs, un serveur compact, une cafetière qui avait produit la 5e tasse de cette nuit-là. Léandre Mercier était assis au second terminal, surveillant ce qui devait être la phase finale d'un plan construit sur 8 mois, avec une patience que Raphaël avait toujours considérée comme sa plus grande vertu. Le message d'erreur apparu à l'écran à 3h18 n'était pas du genre de ceux que les systèmes affichent par défaillance technique. Il était trop spécifique, trop ciblé. C'était un message que quelqu'un avait délibérément construit pour être lu. Raphaël fixa cette ligne pendant quelques secondes qui furent en réalité un processus interne accéléré d'évaluation. Puis il alla droit au but. Quelqu'un a activé le verrou d'urgence. Léandre se retourna sur sa chaise. Est-ce possible ? Je pensais que ce n'était que théorique. Ce n'était pas que théorique, dit Raphaël d'une voix qui avait perdu le contrôle qui la définissait habituellement. Quelqu'un connaît l'architecture interne, quelqu'un qui était là quand... Il s'arrêta. Une compréhension se formait, et elle avait la forme exacte de quelque chose qu'il avait cru avoir éliminé complètement 3 ans plus tôt. Non. Qu'y a-t-il ? Demanda Léandre. Raphaël était déjà debout, prenant sa veste. Nous devons accéder au serveur d'ici. Si le verrou a été activé de l'intérieur du système de Beaumont, les données des fonds sont prisonnières de cette garde. Mais si nous parvenons à entrer par le serveur local, avant que la chaîne de vérification ne soit complète, on peut encore inverser la tendance. C'était une logique technique qui faisait sens du point de vue de quelqu'un qui se croyait le seul détenteur d'une connaissance approfondie de l'architecture. Le problème, et Raphaël ne le savait pas encore, était que le verrou d'urgence avait été conçu spécifiquement pour neutraliser cette tentative. Madeleine avait pensé précisément à ce scénario, un intrus connaissant assez le système pour tenter d'inverser via un serveur externe. Le verrou fermait ce chemin en même temps que tous les autres, ne laissant visible qu'un portail d'accès qui n'existait que dans un seul but, enregistrer quiconque tenterait d'entrer. Raphaël Montant était sur le point de laisser sa signature numérique dans un piège construit par quelqu'un qu'il avait profondément sous-estimé. Dans le bureau de façade de Neuilly-sur-Seine, il resta assis devant son terminal pendant 22 minutes à essayer de trouver un chemin. Chaque tentative était enregistrée, chaque itinéraire cartographié, chaque identifiant testé était conservé dans la couche miroir de Beaumont, alimentant la piste de preuve que, à cette heure, l'avocat interne de l'entreprise organisait déjà avec l'attention méticuleuse de celui qui sait que le matin apportera un audit et que les autorités ont besoin de quelque chose d'indéfendable. Raphaël n'entra pas, mais il essaya, et chaque tentative laissa une trace. À 4h11, Raphaël Montant se tenait au milieu du bureau de façade, sa veste à la main, les yeux fixés sur Léandre, et il y avait dans l'expression de chacun la reconnaissance silencieuse que quelque chose avait échoué d'une manière irréversible cette nuit-là. À 4h40, dans une salle de conférence du 28e étage de la tour Beaumont, Madeleine Morel présenta à l'avocat interne, à Camille Brissot et aux représentants de l'audit arrivé plus tôt que prévu, un dossier complet de preuves, les journaux de la couche miroir, la session de cartographie avec les identifiants de Rodrigue, les images des caméras de Béatrice montrant Raphaël Montant et Léandre Mercier dans le parking du sous-sol, et le registre des tentatives d'accès à distance effectuées quelques heures plus tôt, toutes pointant vers la même adresse IP, enregistrée à l'adresse du bureau de conseil de Raphaël. L'audit resta silencieux pendant un temps qui fut, pour Hubert de Beaumont, le silence le plus long de sa vie professionnelle. Puis l'auditeur en chef, un homme de 60 ans aux lunettes bifocales et au visage de celui qui en avait vu beaucoup au cours de ses années de travail, ferma son ordinateur portable, regarda Madeleine et dit « Qui a créé ce protocole de garde ?»« Moi, dit-elle. Et la couche miroir. Moi aussi. » Il acquiesça avec la parcimonie spécifique de celui qui confirme intérieurement quelque chose qu'il vient de comprendre. « Je travaille avec des systèmes financiers depuis 30 ans et je n'ai jamais vu une architecture de récupération d'une telle sophistication être exécutée en temps réel dans une condition d'urgence par une seule personne. » Il la regarda. « Qui êtes-vous » Madeleine resta silencieuse un moment. Pas par hésitation, mais le genre de silence qui précède une réponse qui a mis trop de temps à être formulée. « Je suis la chercheuse qui a construit ce système, dit-elle. Mon nom est Madeleine Morel. »
Hubert de Beaumont se tenait au fond de la pièce. Il était resté silencieux pendant longtemps, écoutant, voyant, recomposant, avec chaque nouvelle donnée présentée, une image du monde qui avait été construite sur des prémices qu'il n'avait jamais remises en question parce qu'il n'en avait jamais eu besoin. La femme en uniforme bleu, à qui il avait dit qu'elle était payée pour nettoyer, pas pour exister, avait passé la nuit précédente à sauver tout ce qu'il avait construit en 30 ans. Non par obligation, non par contrat, non par le genre de loyauté que l'on achète, mais pour la raison la plus simple et la plus difficile à reconnaître, parce que c'était juste, parce qu'il y avait des gens qui en dépendaient, parce qu'elle était, fondamentalement, quelqu'un de meilleur que les circonstances qu'elle avait traversées. Et Raphaël Montant, qui avait bâti une carrière sur l'effacement du nom d'autrui, était sur le point de découvrir que les registres qu'il pensait avoir éliminés étaient, en réalité, seulement invisibles pour quiconque ne savait pas où regarder. Comme Madeleine l'avait toujours été, comme elle ne le serait plus jamais. 3 semaines plus tard, le bureau du 28e étage de la tour Beaumont était différent. Pas dans son architecture, pas dans ses meubles de verre et d'acier qu'Hubert de Beaumont avait choisi avec la froideur calculée de celui qui veut que l'environnement communique le pouvoir avant même qu'un mot ne soit prononcé. Ce qui avait changé était plus difficile à localiser et plus impossible à ignorer. Un second bureau avait été installé devant la fenêtre panoramique et derrière lui était assise une femme qui portait désormais un blazer gris foncé à la place de l'uniforme bleu, mais qui regardait la ville en bas avec la même intensité contemplative que lorsqu'elle n'était qu'une chose qu'elle voyait d'en bas, depuis le trottoir vers le vert. Madeleine Morel avait accepté le poste. Pas immédiatement. Hubert lui avait fait l'offre le matin même de la crise, quand les autorités étaient encore dans le bâtiment, quand l'audit battait son plein, quand il y avait des caméras de télévision sur le trottoir en bas essayant de comprendre ce qui s'était passé dans la plus grande société de gestion d'investissement de la Défense. Il lui avait fait l'offre à ce moment précis car il avait appris en 51 ans d'existence que les moments de clarté sont rares et que retarder une action juste pour une question de moment opportun est une forme élégante de lâcheté. Directrice de la technologie, avait-il dit, autonomie totale sur le secteur, reconnaissance publique de la paternité du protocole et un ajustement rétroactif de votre rémunération concernant l'utilisation de votre architecture au cours des 3 dernières années. Madeleine était restée silencieuse pendant un temps qui ne fut pas de l'hésitation mais une vérification interne. Le genre de pause que l'on fait quand une offre est trop belle pour être acceptée de manière réflexive et doit être examinée avec la même attention que l'on examine n'importe quel autre système avant de lui faire confiance. « J'accepte le poste », avait-elle dit, « à une condition. » Laquelle ? Que le protocole soit enregistré à mon nom, dans les documents de l'entreprise, dans les contrats de licence, dans les archives réglementaires, pas comme co-développeuse, pas comme collaboratrice, comme auteur principal. Hubert était resté silencieux une seconde seulement. C'est fait. La reconnaissance publique prit la forme d'un communiqué de l'entreprise, d'une interview dans le journal spécialisé du secteur financier qui suivait Beaumont depuis des années, et d'un enregistrement formel dans les documents de licence du protocole. Le nom de Madeleine Morel apparut imprimé là où il aurait dû apparaître 3 ans plus tôt, avec l'irréductibilité des faits qui ont enfin trouvé leur place sur la bonne ligne de l'histoire. Raphaël Montant avait été confronté aux preuves par les autorités de régulation 2 jours après la crise. Le bureau de façade de Neuilly-sur-Seine fut mis sous scellé. Léandre Mercier fit des déclarations formelles. Une procédure réglementaire était en cours, avec assez de documentation pour que le dénouement soit long et irréfutable. L'argent des fonds, grâce au protocole de garde de Madeleine, resta intact et fut libéré sous la supervision de l'audit la même semaine. Aucun client ne perdit un centime. Rodrigue Faure avait passé une semaine difficile, le genre de semaine qui survient quand on réalise qu'une négligence de sa part a été utilisée pour nuire à beaucoup de gens. Mais il en était ressorti avec quelque chose que peu de personnes parviennent à tirer d'une telle expérience. La clarté sur ce qui doit changer. La pratique informelle du partage des identifiants fut éliminée, les protocoles de sécurité révisés, et Madeleine passa ses premiers jours à son nouveau poste à faire exactement cela. Auditer chaque couche du système avec l'attention de celle qui va habiter une maison qu'elle a elle-même construite,
mais qu'elle n'avait jamais habité. Béatrice Aubert reçut un bon cadeau pour un excellent restaurant, signé de la main d'Hubert de Beaumont, avec une ligne qui disait simplement « Merci pour la vision que les autres n'ont pas eue ». Elle avait gardé la carte dans le même tiroir où se trouvaient les photos de ses petits-enfants. Sacha, le technicien de garde qui était resté éveillé toute la nuit avec l'entêtement discret de celui qui sent qu'il est important d'être présent, fut promu à l'équipe technique senior sous la direction de Madeleine. Elle l'avait spécifiquement demandé, car elle avait reconnu en lui la qualité la plus sous-estimée qui existe chez un professionnel, la capacité de prêter attention quand tout le monde est en panique. En ce matin de mardi, 3 semaines plus tard, Madeleine se tenait devant la fenêtre du 28e étage avec une tasse de café qu'elle était allée chercher elle-même à la cuisine collective, comme tout le monde. La ville en bas avait la même configuration que toujours. Le trafic, les immeubles de verre, la géométrie chaotique et splendide d'une métropole qui ne s'arrête jamais. Hubert entra dans le bureau, passa devant sa table puis s'arrêta. C'était une nouvelle habitude chez lui, s'arrêter. Il avait réalisé, au cours de ces 3 semaines, qu'il avait passé beaucoup de temps en mouvement, toujours vers le prochain objectif, et que ce mouvement constant avait été, entre autres choses, une façon de ne pas voir ce qui se trouvait juste à côté de lui. « Où en est le rapport pour le conseil ?» demanda-t-il. « Il est prêt, » dit Madeleine sans se détourner de la fenêtre. « Il est dans votre boîte de réception depuis 6 heures du matin. » Hubert resta silencieux un moment. « Vous savez que je vous devais des excuses depuis bien avant tout cela. » Madeleine se retourna. Son visage n'était chargé d'aucun poids ni ressentiment. C'était l'expression de quelqu'un qui avait traité ce qui devait l'être et qui était parvenu à un endroit de l'autre côté. « Vous m'avez dit une fois que j'étais payé pour nettoyer, pas pour exister. »« Je sais. J'ai existé malgré tout. » Elle dit cela sans provocation, sans triomphe, avec la simplicité sereine d'une affirmation qui est vraie indépendamment de celui qui est d'accord. Cela me suffit. Hubert acquiesça. C'était une réponse qu'il n'avait pas attendue, et qui pour cette raison arriva avec plus de force que tout ce qu'il aurait pu anticiper. Puis, il se tourna vers son propre bureau, ouvrit son ordinateur et alla dans sa boîte de réception. Le rapport était là à 6 heures du matin, comme elle l'avait dit, bien structuré, complet, avec une section finale de recommandations qui était à la fois technique et humaine, comme le sont les meilleurs documents. De l'autre côté de la vitre, Paris continuait d'être Paris. Mais le 28e étage de la tour Beaumont avait changé de poids, et le bon nom, enfin, était à la bonne place. Chers auditeurs, l'histoire de Madeleine Morel nous rappelle que l'invisible n'est jamais inexistant, que le silence imposé n'est pas le même que le silence choisi, et qu'il existe, en chacun de nous, une couche miroir, un réservoir de tout ce que nous sommes, et que le monde n'a pu effacer, attendant le bon moment pour être révélé. Si ce voyage a touché quelque chose en vous, laissez en commentaire ce que vous avez ressenti en écoutant cette histoire. Votre voix compte ici. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines narrations, chacune construite avec le même soin et la même conviction. Les histoires ont le pouvoir de nous rendre à nous-mêmes. Laissez un j'aime si Madeleine mérite la reconnaissance qui lui a toujours appartenu. À la prochaine histoire. Fin de l'histoire.